Attention, vous écoutez un programme audioactif. Oh, touch, yeah. Jack Miller nudging him wide as well. Contact! Miller and Mir, side to side. They bash into each other. The checkered flag is out. It's Zarco versus Martin for second, but the race winner tonight, no questions about it. A stunner from Fabio Quartararo to win, and the battle for second is close. Bonjour à tous, on se retrouve dans un nouveau numéro hors série de C'est qui en pôle. Cette fois, on va pas vous débriefer les courses, mais forcément, on va parler pas mal de motos, mais pas que. Nous avons le plaisir de recevoir Lucas et César, qui sont aux manettes du magazine Sphère, respectivement président et directeur de publication et rédacteur en chef. Avant toute chose, les garçons, est-ce que vous pouvez vous présenter rapidement ? Avec plaisir, merci de nous recevoir d'abord, bonjour. Moi c'est César, donc je suis le rédacteur en chef du magazine Sphère. Et moi du coup c'est Lucas, je suis le président et directeur de publication. C'est un plaisir d'avoir répondu que vous ayez répondu à notre invitation. Est-ce que vous pouvez nous expliquer rapidement ce qu'est Sphère et en quoi ça consiste ? Sphère c'est un magazine de collection ou une revue trimestrielle, peu importe si on a envie de parler de magazine ou de revue, qu'on a fondé en janvier 2020. Le principe c'est de s'intéresser à des communautés de passionnés. Donc on a démarré avec les fumeurs de pipe, on a enchaîné avec les plongeurs sous-marins, les pèlerins, les reconstitueurs historiques. Et là, on a sorti les motards, qui est donc notre numéro 11, il me semble bien. C'est ça. Le principe, c'est ça, c'est d'explorer à chaque numéro une communauté de passionnés pour en tirer les grandes histoires. Et voilà, c'est une belle revue avec du beau papier, des belles photos qui prennent à peu près 50% du magazine. Et le principe, c'est que voilà, une fois qu'on a lu les 144 pages, on a une meilleure idée de ce qui constitue le fondement de la passion de la communauté explorée. Et on a pensé Sphère comme un vrai objet de collection. Donc le but, c'est que les gens conservent le magazine après l'avoir lu et essaient d'en faire la collection s'ils ont bien aimé ce qu'on a fait sur leur communauté. Oui, c'est une revue avec beaucoup d'articles et qui est comme relativement bien construite et dense. Enfin, moi, je l'ai trouvée relativement dense et relativement intéressante. Et c'est quelque chose que vous publiez assez fréquemment. C'est quoi votre fréquence de publication pour le magazine ? C'est 4 par an, donc tous les 3 mois. Bon, parfois avec 3 mois et 1 semaine ou 2 mois et 3 semaines. Mais bon, en gros, 4 par an, ouais. Exact. Ouais, c'est pas mal quand même avec le boulot qu'il y a dessus. C'est quand même, pour ceux qui le connaissent et pour ceux qui le liront, vous vous rendrez compte que c'est quand même un gros travail avec des articles très poussés. Donc c'est beaucoup 4 par an pour. C'est du boulot, ouais. On y passe pas mal de temps. Et oui, peut-être qu'il faut le préciser, mais tous les articles, c'est une revue entièrement journalistique. Tous les articles sont écrits par des journalistes. Il y a pas de brand content. Il y a pas de Ça c'est vraiment un principe de base qu'on suit depuis le début du projet. C'est pour chaque article, on envoie. En tout cas, à peu près à chaque fois, on envoie un rédacteur sur place et un photographe. Ouais, c'est un budget. Donc ce sont c'est quasiment que des prods maison. Donc ça, oui, c'est vrai que c'est un budget. À chaque fois, on doit payer le photographe à la journée. Et c'est des rédacteurs qu'on envoie et qui en sortent entre 6, 8, 10 pages. C'est que des longs formats. Ouais, c'est pas mal quand même. Donc 4 par an, c'est du boulot. Et on a aussi sorti une seconde revue en plus. Donc en fait, c'est 8 par an. Okay. On a sorti une seconde revue il y a 9 mois maintenant à peu près. 9 mois, ça va faire bientôt un an. Et donc voilà, ça nous prend aussi. C'est quoi l'autre revue ? C'est un peu le même principe que Sphère, sauf que cette fois on l'a appliqué à des communautés de régions françaises. Le numéro 1 portait sur les Basques, le numéro 2 sur les Savoyards, le numéro 3 sur les pèlerins et voilà. Pas du tout sur les Bretons, pardon. Et là on travaille sur les Corses. Ouais, les Bretons, une vraie communauté pour le coup. Ouais. Ah, il y a des choses à raconter. Ils sont partout. Ouais. Et comment vous financez ? Du coup, vous arrivez à vous financer vous arrivez à faire vivre la revue avec les ventes du magazine ou vous avez, parce que j'ai trouvé qu'il y avait pas de pub en fait dans le magazine. Il y a 4 ou 5 pages de pub par numéro. C'est très peu pour un magazine aussi dense. Il y a 4-5 pages et surtout les annonceurs nous demandent rien. C'est-à-dire qu'il y a pas du tout de brand content, ce que disait 16. Donc on n'est pas du tout dans une relation de tiens, mettons je m'appelle Honda, je vais prendre une page de pub, en contrepartie on va faire un reportage sur vous. Non, c'est pas du tout ça. Okay. Et nous on se ferme absolument pas la porte à faire un reportage sur Honda, même si s'il y a de la pertinence à traiter un sujet. Donc ça pour le coup c'est cool. Les annonceurs sont conquis par la beauté du mag, donc juste ils ont envie d'y être. Mais il y a 4 pubs en moyenne parce que c'est quand même un objet de collection. Donc c'est vraiment très peu pour un magazine. C'est un film dans le modèle économique la vente de pubs. Mais oui, si on arrive à être debout encore aujourd'hui, c'est parce que on a fait plusieurs collectes au départ, financement participatif, campagne de financement participatif, puis ensuite on a fait une petite levée de fonds et grâce à ça, plus à la vente au numéro, plus aux pubs, même si c'est minime, on arrive à tenir debout aujourd'hui et on atteint l'équilibre très bientôt, je pense, d'ici 6 mois. Ouais, c'est génial parce que vous avez quand même un modèle économique et un modèle de construction qui vous permet de rester à faire ce que vous avez envie de faire et à vous orienter vers des articles et des communautés qui vous plaisent. Donc c'est vraiment intéressant. Et d'ailleurs, en parlant des communautés, comment est-ce que vous choisissez vers quelle communauté vous vous tournez
pour décider du thème de votre revue? On a 3 ou 4 facteurs pour décider de ça. D'abord, évidemment, il faut que ça nous plaise, qu'on ait envie de l'explorer quand même, sinon ce serait dommage. Ensuite, il faut quand même qu'il y ait un minimum de gens passionnés, enfin de gens dans cette communauté, parce que sinon on peut pas vendre le numéro. Ensuite, il faut souvent on préfère choisir des communautés qui ont des réseaux un peu préétablis sur lesquels on puisse communiquer, que ce soit des forums, que ce soit des groupes Facebook ou que ce soit des émissions dédiées par exemple. Et voilà. Et ensuite, il faut surtout, c'est le plus important, qu'il y ait une identité, une passion partagée, qu'on puisse aller creuser sur 144 pages avec des portraits, des reportages, des interviews. Et c'est nous en fait. Donc il faut une identité forte, construite, qu'on puisse creuser. Un travail journalistique, quoi. Voilà, c'est globalement. Ça. Et justement, combien de temps vous mettez à peu près pour, on va dire, de l'idée de base jusqu'à la construction du numéro? Un peu plus de 3 mois, je dirais entre 4 et 5 mois, parce qu'on commence à lancer on commence à lancer les premiers sujets 5 mois avant l'apparition du magazine, je pense. Ouais. Oui, c'est pas mal. Et du coup, tu disais qu'au niveau des enquêtes, vous partiez en fonction d'où ça se trouvait. C'était quoi? C'était une journée pour les interviews et les rencontres? Ouais, ça dépend. On est 3 cofondateurs et on écrit tous les 3 dans le magazine, même si plus énormément parce qu'on a d'autres choses à faire. Mais quand nous on part sur le terrain, comme c'est nous qui nous rémunérons, on peut se laisser la liberté de rester plusieurs jours. Quand on envoie des gens et que donc on doit les payer au moins à la journée, c'est souvent 1 ou 2 jours, rarement plus, parce qu'ensuite c'est des trop gros budgets pour nous. Mais oui, on envoie systématiquement les gens sur le terrain, obligatoirement. Mais globalement, c'est aussi vous qui partez, vous déléguez un peu, mais vous partez au maximum sur le terrain, quoi. Ouais, absolument. C'était un peu le but, quand on a lancé le Max, c'était de pouvoir se faire plaisir aussi, et partir sur le terrain, moi on en parlera après, quand j'ai fait Zarco, du coup, c'était aussi pour me faire plaisir. Ouais, pour pouvoir rencontrer Johan et voilà. Et donc on essaie de faire ça le plus possible, même si c'est vrai qu'on a de moins en moins l'opportunité et le temps de pouvoir vraiment faire ça. Et c'est pas tant partir sur le terrain qui prend du temps, c'est d'écrire derrière 20 000 signes. Je vous assure que c'est assez long. Vous connaissez peut-être ça. Ouais. Donc ça prend du temps. Ouais, j'imagine bien. Et en plus de ça, l'avantage c'est que ça vous permet quand même, comme tu dis, de vous faire plaisir et d'approcher des personnes ultra intéressantes en allant sur le terrain. Je pense par exemple à Sarah Lesito dont on parlait tout à l'heure en off, ou même toute la partie, moi vous avez fait un article sur les T-Max que j'ai trouvé génial, assez immersif et assez marrant à lire. Du coup ça transpire un truc, je trouve, vos articles de naturel, et ça se ressent par le fait que vous alliez sur le terrain aussi. Donc merci. C'est vrai, ça fait plaisir, c'est pour ça qu'on bosse. Donc, ouais. Et je pense que la question, avant qu'on entre un peu plus dans le vif du sujet aussi, que vont se poser les personnes qui ne vous connaissent pas ou qui n'ont pas lu la revue, vont avoir envie de savoir, c'est comment on se procure cette revue, parce que c'est comme tu disais, César, des objets un peu de collection et un peu niche, et on les trouve pas forcément partout. Il y a pas tous les distributeurs. C'est vrai. Je laisserai pas. En librairie, quasiment tous les librairies. En tout cas, beaucoup. Et même si vous la trouvez pas en librairie, vous pouvez la demander au libraire. Il va forcément la commander, parce qu'on a un super distributeur diffuseur à Arles qui a tout notre stock et qui alimente les libraires. Et sinon, le mieux pour nous, si vous voulez aussi soutenir la revue, c'est de commander en ligne. Parce que c'est vrai que c'est nous qui gérons directement en ligne. On reçoit même un petit mail dès que vous commandez, donc c'est quand même encore à l'ancienne. Et donc c'est plus direct, en fait. Ouais, c'est plus direct, moins d'intermédiaires. Et donc évidemment pour nous c'est mieux économiquement, quoi. Voilà. Mais donc du coup là on peut trouver en ligne, en librairie et dans quelques points relais en gare aussi. On a et jusqu'à combien de temps une fois qu'il a été publié, que la revue a été publiée? Vraiment longtemps. Ça c'est vraiment aussi un des avantages du modèle, c'est qu'on a pensé chaque numéro comme des numéros intemporels, qui peuvent se vendre pendant 1 an, 1 an et demi, 2 ans. Nous, on vend encore nos premiers numéros là, qui sont d'ailleurs bientôt en rupture. On vend le nunuméro 2 sous la plongée sous-marine, on en vend tout le temps. Les fumeurs de pipe, je crois qu'il est plus. Ouais, lui il est plus, le 5 non plus. Ils sont en anglais par contre. Pourquoi vous l'avez fait en anglais aussi? Ouais, on a fait en anglais parce que les fumeurs de pipe, c'est une petite communauté en France, mais elle est énorme aux États-Unis. Et ils sont hyper motivés, et donc on a voulu faire une petite trad pour l'exporter aux US, et voilà, ça a marché. On a un gros distributeur diffuseur qu'on a commandé une grosse quantité, qui nous a permis juste de rentrer dans nos frais, et donc on l'a imprimé en anglais. Ça vous le faites. Ouais, et puis c'est bien, quoi. C'est une aventure pour nous d'avoir fait
imprimer. C'est marrant, contacter un traducteur, faire traduire tout le magazine. Ça, vous l'avez fait refaire ponctuellement l'édition. sur un seul, Ouais. un seul magazine, du coup. Ouais, on l'a fait sur un seul magazine. Refaire les pages, parce que forcément, quand on traduit, ça prend pas exactement la Ouais. même taille. Donc, bon, voilà. Et ensuite, envoyer au distributeur. Mais oui, c'était une opportunité qui s'est présentée. Vous vous On en êtes a dit, on n'a profité. pas assez travaillé pour le premier numéro, on se fait C'est ça. double de tâches C'est sur le ça. premier, quoi. Exactement. Donc pour rentrer un peu plus dans le vif du sujet, le numéro 11 est intitulé La Motard. C'est la raison principale de cet épisode. C'est la raison pour laquelle j'avais envie de vous contacter parce que avant ça, je connaissais votre revue, mais là, c'est un sujet qui, moi et l'équipe de Sécu en Pôle touche particulièrement. Quel a été le déclencheur pour vous lancer dans ce numéro, au-delà du fait que ce soit une communauté déjà très existante en France? Je crois que ça faisait longtemps qu'on y pensait. Depuis le numéro 5, là c'est le numéro 11, donc oui, ça faisait au moins un an qu'on y pensait, je pense. Et ensuite, bon, après c'est très perso, mais moi mon père fait de la moto, c'est un grand fan. Il se faisait plutôt des gros trips. Aujourd'hui, il peut plus, mais il se faisait des gros trips où il partait une semaine, 10 jours, et je suis parti avec lui deux fois, une fois en Asie pendant une semaine entière où j'avais une moto moi-même et je suis parti derrière lui et j'ai trouvé ça absolument génial. Et une autre fois où j'étais tout gamin et j'étais derrière et il avait loué une grosse BM et je prenais plein les mirettes pendant que lui il conduisait tranquille. Et voilà, moi c'est quelque chose qui m'a toujours marqué. J'en ai fait un peu, j'ai pas le permis moto, mais j'ai adoré ça. Et j'ai toujours trouvé, rien que chez mon père et puis chez ses amis, qu'il y avait une communauté forte. Et je me suis dit, bon, ça vaut le coup de l'explorer. Et puis en cherchant très rapidement, il y a des statistiques qui existent. C'est une communauté énorme, qui est hyper variée, hyper éclectique, avec qui va du cross jusqu'au MotoGP, on en reparlera peut-être. Et on s'est dit, c'est quand même assez trippant d'aller voir ce qui réunit tous ces gens-là autour de pratiques aussi diverses. Voilà, qu'est-ce qu'ils trouvent dans l'Euro, qu'est-ce qui fait que moi j'ai autant kiffé ces deux voyages et que peut-être je vais retrouver chez eux. Voilà, je me suis dit que ça pouvait marcher. Et puis ensuite, on a suivi les 4 facteurs dont je vous ai un peu parlé précédemment. Et tout collait, quoi. Il y a une communauté, il y a des réseaux, il y a une identité hyper forte. Allons-y. Et toi, Lucas, t'avais le même attrait pour le milieu ou pas du tout? Moi, je suis un grand passionné. Je conduis un city scoot tous les. Non, moi, je suis pas trop passionné à la base. J'adore les sports mécaniques. C'est vrai, beaucoup la F1. Et depuis quelques temps aussi les grands prix de moto. Donc du coup, j'ai trouvé ça bien quand les motards sont arrivés sur la table. Après, j'étais pas spécialement passionné. Aujourd'hui, évidemment, une fois qu'on a traité les communautés, souvent. Ah, mais là, t'es foutu, on t'as mis en le nez ressort, dedans. on a vraiment envie de Ça t'a s'y mettre. accroché. Ouais. C'est terrible, ça. Et voilà, et c'est une communauté en France, honnêtement, c'est une des plus grosses communautés. C'est une communauté qui est particulièrement engagée. Après, c'est une communauté complexe, parce que à l'intérieur de ce grand univers, il y a une multitude de petites communautés. Donc c'est vraiment toute la complexité de ce numéro-là. C'était nous, on voulait rassembler les amoureux de deux roues. Donc il fallait trouver du lien entre un amateur d'Harley et un amateur de MotoGP comme Zarco. Il y a quand même des grandes différences entre ces deux pratiques-là de la moto. Et c'était aussi un des défis de la revue et j'espère qu'on a réussi là-dessus. Pour le coup, moi, en tant que grande fan de moto, je l'ai trouvé assez complète, la revue. Après, comme tu disais, c'est une communauté qui est relativement complexe et sur laquelle il y avait encore 1 milliard de choses à dire. Je pense que ça pourrait faire 3 revues. Parce que de toute façon, que tu sois fan de moto, tu peux être fan de moto, de piste, de cross, de supercross, de stunt. Enfin, c'est jamais la même chose. La communauté est quand même relativement différente en fonction de la chose que tu cibles. Donc c'est ça que j'ai trouvé vraiment chouette, en tout cas dans ce numéro, de mon point de vue, c'est que c'était vraiment, vous avez réussi à trouver des sujets qui faisait que même si tu peux pas en faire une revue entière, t'avais envie de t'y intéresser plus en détail derrière. C'est vraiment l'objectif. Et puis on sait, de toute façon, on sait qu'on peut pas être exhaustif. La revue fait 150 pages. On est bien conscient qu'on sera pas exhaustif. À la base, on n'est pas des passionnés non plus, donc on s'y connaît bien moins que les gens qui vont nous lire. C'est pour ça qu'on s'entoure à chaque fois d'un Red Chef invité. Ici, c'était David Dumain. On s'entoure de spécialistes qui vont nous conseiller. Et le but, c'est juste de faire découvrir des histoires différentes, en général assez peu racontées ou pas de la façon dont nous on les raconte, et c'est vraiment ça notre objectif. Et tu parles de la présence de David Dumain en tant que du coup Red Chef invité sur votre revue pour ce numéro. Ça a été quoi son rôle précisément dans ce numéro? Est-ce qu'il était là simplement pour valider les sujets, pour vous donner des axes de recherche un peu plus précis?
un peu de tout ça. Disons que c'est une sorte de conseiller éditorial plus quoi. Et donc quand on cherche des sujets, quand on a des idées, on les lui soumet. Il nous disait est-ce que ça a déjà été fait, trop fait, pas fait, comment on pourrait ajouter quelque chose à ceci, cela. Lui a soumis des idées aussi qu'on a prises ou pas d'ailleurs. Et puis ensuite les relectures. On a notamment un lexique à la fin de chaque numéro. Ouais. Ce qui est important parce que on essaie de faire en sorte que la revue soit lisible par les initiés et par les non-initiés. Et voilà, là-dessus, il est hyper précieux. Donc, quand il relit un article et que il sait qu'il y a un terme un peu technique, voilà, il nous dit foutez-le dans le lexique et puis il relit ensuite le lexique pour savoir que tout correspond bien à ce qu'on a mis. Donc voilà, à chaque fois l'édito, la complexité des sujets, les bonnes définitions. Et il a quand même une double casquette, David, c'est-à-dire c'est un super motard, évidemment, mais en plus il est journaliste. Donc pour nous c'est une chance. On a même appris qu'il avait été formé dans une école de journalisme sur Paris aussi, donc c'est marrant et c'est hyper pertinent de bosser avec un mec comme lui parce que il a vraiment l'intelligence éditoriale qu'on cherche avec un grand chef invité et en même temps l'expertise du passionné parce que c'est un grand passionné de moto. Hein. Il est quand même venu, il nous a rejoint sur Zarco. Il s'est levé le matin, il habite à Toulouse et il a fait, je crois, 3 heures de bagnole juste pour revenir faire l'interview de Zarco avec moi à Brissac, un peu au-dessus de Montpellier. Donc c'était marrant. Il est quand même très motivé, quoi. Ouais. Et voilà, c'est un passionné. Ouais, je voulais très revenir peu, sur le lexique parce que j'ai trouvé que l'idée était vraiment bonne parce que comme tu dis la communauté elle est complexe donc moi quand tu me dis Moto 2 je sais ce que c'est. Par contre un pilote de Harley qui connaît pas du tout le MotoGP tu vas lui dire Moto 2 il va pas nécessairement savoir ce que c'est. Et j'ai trouvé que l'idée du lexique pour ça était vraiment intéressante parce que quand t'as un éventail tellement large en face de toi il y a forcément des mots qui vont laisser de côté les lecteurs et je trouvais que c'était nous les premiers d'ailleurs on est les premiers à être désarmés parce qu'il y a un mot qu'on connaît pas donc il faut qu'on aille chercher quelque chose qu'on demande à David voilà le tuteur bon bah voilà c'est quelqu'un qui a déjà démonté un moteur il sait ce que c'est mais c'est ça exactement. Ouais, pour préciser quand même pour ceux, mais je serais très étonné que les personnes qui nous écoutent le connaissent pas. David Dumain, il a longuement présenté le MotoGP sur Canal. Il a une émission qui s'appelle After Sunday qui est diffusée tous les lundis après les courses. Il a écrit beaucoup de livres et comme Lucas le disait, il est motard et passionné. Donc c'est quelqu'un qui a quand même un historique et un passif dans le milieu moto qui est ultra intéressant. Donc c'était ultra pertinent du coup de l'avoir à vos côtés. Exact. On va pouvoir rentrer un peu plus dans le détail de quelques sujets abordés pour donner aux gens envie de lire votre revue. J'en cite quand même quelques-uns avant qu'on passe là-dessus. Vous avez des sujets comme un qui s'appelle les Monneray vivre vite. Donc c'est sur la famille Monneray qu'on connaît plus ou moins tous quand on est fan de moto. Un sur Sarah Lesito qui fait du stunt. Mais aussi d'autres un peu plus niches comme toutes ces personnes qui roulent en T-Max, toute la communauté autour de ça, le moto-foot, tous ces sujets vraiment très divers et variés et relativement intéressants que vous pourrez retrouver dans le numéro de toute façon. Je vais laisser Cyril commencer avec un des sujets qui l'a vraiment marqué dans votre revue et dont il avait envie de parler aujourd'hui. Ouais, celui qui m'a intéressé, moi, celui qui m'est venu tout de suite, c'est Beyrouth, la crise aux trousses, parce que justement, ça mêle, quand tu parles moto, forcément, t'as des marques iconiques qui ressortent, dont Harley Davidson. Et donc, dans cet article, vous allez donc à Beyrouth pour voir, pour rencontrer la personne qui commercialise cette marque, et aussi toutes les valeurs donc qu'elle véhicule, et surtout dans un pays qui a connu, qui connaît même, qui connaît une énorme crise, qui a connu la guerre civile. Et c'est justement moi ce qui m'a intéressé, c'est de mêler à la fois le côté iconique de Harley, mais dans un pays pas spécialement riche ou connu pour ça. Riche ou connu pour ça, quoi. Qu'est-ce qui vous a amené sur ce sujet justement? Pour être très franc, ça c'était un journaliste pigiste qui m'avait proposé ce sujet-là, qui lui partait au Liban pour plusieurs mois, il me semble. Et c'est un super journaliste et il savait qu'on cherchait des sujets sur la moto, et ça l'a étonné justement. Lui, il arrivait plutôt pour couvrir la crise qui se déroule au pays, donc crise économique, crise politique. Ils arrivent toujours pas à élire de gouvernement. L'inflation est galopante, c'est terrible. Ça devient difficile de se payer même les denrées les plus simples. Et lui, il venait pour couvrir ça, et puis il a entendu qu'il y avait un chapitre de Harley Davidson qui s'était installé là-bas. Ça l'a un peu surpris. Et il a rencontré cette personnalité qui est un peu un homme haut en couleur, qui a ouvert la concession, on va dire, à Harley Davidson.
Et il m'a envoyé voilà un pitch où il présentait ça, il me présentait cette histoire de dire bah voilà c'est qui ces groupes qui se rejoignent pour aller rider sur les routes défoncées en banlieue de Beyrouth. Voilà, qu'est-ce qu'ils y trouvent? Comment ça se fait que Harley Davidson ait réussi à s'emplanter là? Et voilà. Et l'histoire m'a tout de suite plu. On en a parlé au téléphone, puis par mail, et on a lancé ça. Oui, parce qu'il y a une galerie de portraits, donc aussi au sein des groupes, des Hells Angels, c'est les plus connus. Mais là, c'est exactement pareil, quoi. Et dans un pays comme ça, c'est vraiment atypique. Oui, tout à fait. Bah, on se dit pas qu'il y aura une sorte de, c'est pas un gang, mais oui, il y a un côté rebelle. Il y a un côté rebelle. Et oui, ils ont des gueules assez fortes, barbes soignées, les fameux manteaux de cuir, gilets de cuir. Ouais, bien sûr. Et c'était drôle que eux témoignent du fait qu'ils trouvent une fraternité dans ce groupe-là et qu'à travers cette fraternité, c'est sorti en groupe, ils oublient un instant la crise, ce qui se passe, en fait, le désastre, franchement, qui est en train de se passer. Et ça c'était assez sympa à documenter, même plus que sympa, c'était intéressant, quoi. Voilà. Donc le sujet, moi, m'avait parlé tout de suite. Et du coup, sur celui-ci, c'est toi qui es parti ou t'as envoyé ton pigiste? Non, c'est le journaliste pigiste qui était là-bas, et il y avait une photographe aussi. Ils ont fait 2 ou 3 jours, même plus que ça avec eux, pour le coup. Ok. Avec différents groupes même. Ouais. Il y a aussi quelques femmes qui raident là-bas, qui sont très rares. Mais oui, c'était fort comme sujet. Franchement, oui. Ça transpire vachement la liberté que retrouvent ces personnes au milieu, comme tu le disais, de cette crise complètement dingue dans le pays. Et en plus de ça, comme tu dis, il y a des femmes qui roulent là-bas dans un endroit où leurs droits commencent à être de plus en plus réduits. Moi, je suis d'accord avec Cyril sur le fait que pour moi, c'était un des articles les plus marquants. Même si c'est pas vous qui l'avez écrit. On peut pas tout faire. Mais ouais, il était vraiment marquant parce qu'il transpirait vraiment tout ce que la moto peut apporter en termes de liberté, et dans la communauté moto, en tout cas, on est tous raccord pour dire que c'est ce qu'elle nous apporte le plus. Donc j'ai trouvé ça vraiment important, et la manière dont il est écrit vraiment est très intéressant. Ouais, merci. Et puis c'est bien écrit, je trouve. Je dis ça parce que précisément c'est pas moi qui l'écris, mais je trouve que c'est bien écrit. T'aurais le droit de le dire si c'était toi aussi. Il faut se lancer des fleurs des fois. Bien sûr. Puis je voulais parler justement de l'entretien qui a été fait avec Johan Zarco. Ouais, qui a été écrit par Lucas, du coup, qu'on a face à nous. Un entretien que t'as été faire lors d'un entraînement de Zarco sur une piste de karting. Est-ce que tu peux nous en parler un peu plus en détail et nous raconter un peu cette rencontre avec le pilote qui est en train de rafler tous les points en ce moment sur les courses? Ouais, écoute, avec plaisir. Ouais, on s'est rencontrés. C'était un tout petit peu avant qu'on boucle, d'ailleurs, le magazine. Ça doit être 2 semaines avant qu'on boucle. Je l'ai rencontré donc à Brissac, c'est un peu au-dessus de Montpellier, c'est perdu en pleine campagne. Johan vient d'Avignon à chaque fois, donc c'est pas très très loin pour lui et c'est assez pratique. On s'est donné rendez-vous le matin, je me souviens, vers 10h. Et on a commencé en faisant on a discuté, lui et moi, pendant 3 quarts d'heure à peu près, au moins. On a abordé un petit peu tout ce qu'on avait envie d'aborder sans être trop technique, parce que c'est le parti pris de la revue. On voulait surtout pas être trop technique, voilà. Et ensuite, on a passé la journée ensemble. Et là, c'était vraiment chouette. C'est-à-dire que on est allé manger ensemble, on s'est régalé. Il y avait son sponsor aussi, il y avait Red Bull qui était là, donc on fait quelques photos avec Red Bull parce qu'il faut qu'il se plie au jeu aussi des partenaires. D'ailleurs, ça le dérange pas, il fait ça avec plaisir et c'était assez marrant. Et ensuite, il a commencé à monter sur la moto avec David qui était là aussi et qui a fait une session avec lui. Et là, c'était assez génial de voir un pilote MotoGP s'entraîner. C'est-à-dire qu'il était en super motard et pourtant il dégageait une facilité vraiment déconcertante. Et évidemment, quand on est novice comme moi et comme tous les gens qui étaient au fait autour de la piste, parce qu'il a quand même attiré pas mal de gens. Quand on a su qu'il y avait Zarco qui s'entraînait, pas mal de gens sont venus. Classique. Et en fait, le plus impressionnant, c'est les virages, les courbes dans les virages. En MotoGP, on s'en rend compte, on voit les genoux qui touchent, parfois même les coudes qui raflent. Là, lui, c'était la même chose en supermotard. Et c'était impressionnant de voir comment il pouvait se pencher de droite à gauche dans les petits virages, parce que c'est une petite piste, donc avec des petits virages qui se succèdent aussi. Et c'était assez impressionnant à voir, et ça, moi, ça m'a marqué. Et on a terminé la journée avec un petit karting. Il nous a fait faire une petite séance de karting avec les partenaires Red Bull et tout. C'était marrant. Tu l'as battu, bien sûr. En fait, on lui a donné un kart biplace. Il y avait quelqu'un avec lui. Et malgré ça, il était pas facile à doubler, parce que carte biplace, ça avance quand même moins.
Mais il a pas peur en fait, même en carte quoi. Enfin, tu vois, quand même en carte, même un carte pas de professionnel, bon, quand tu montes un peu à 50, 60, 70 et que tu commences à être roue contre roue avec quelqu'un, bon, toi t'as quand même tendance à lever le pied parce que t'as pas envie de finir dans le décor. Lui il a pas peur, lui il va, il te frôle, hein, il s'amuse quoi. Alors que bon, toi déjà tu commences à. Pourtant t'as quand même l'entraînement du City Scoot à Paris. Et t'as quand même peur en karting. Mais là tu rigoles, mais c'est vrai que le City Scoot à Paris aussi c'est un autre combat, hein, mais c'est un sport. C'est pour ça que je fais du vélo. Et encore le vélo, tu prends des risques. Mais du coup, j'ai trouvé ton article. Enfin, je sais pas ce que toi t'en as pensé. Moi, pour l'avoir rencontré Zarco, je trouve que c'est quelqu'un qui est, je l'appelle le pilote bonne franquette, qui est très bonne patte et très, il est naturel, il a pas de filtre. Et j'ai trouvé que c'est ce qui transpirait dans votre article, la manière dont il dit les choses. Je vais pas trop en dire parce que j'ai envie que les gens aillent lire votre revue. Mais la manière dont il lit les choses et la manière dont il s'est livré à vous sur cette session, comme tu disais, il roulait en super motard, donc c'est particulier parce que je sais pas si tu t'attendais à ça quand t'es allé le voir. Ouais, tu savais. Il voulait s'entraîner comme ça parce que ça fait partie intégrante de sa prépa aussi pour la MotoGP, et notamment pour le travail dans les virages, pour retrouver un petit peu le grip. Parce qu'ils peuvent pas s'entraîner à chaque fois en MotoGP, c'est beaucoup trop cher. De toute façon, c'est ce qu'il disait. Pour ceux qui savent pas, souvent les pilotes, déjà, ça leur arrive de rouler sur des circuits de karting parce que c'est moins cher, parce que c'est bien souvent des choses que eux financent, et surtout c'est en termes de pneumatiques, parce que les pneumatiques coûtent une fortune et que tu passes pas le même nombre de pneus sur le même nombre de tours sur une supermoto que sur une Panigale sur laquelle ils s'entraînent aussi parfois, mais beaucoup moins. Beaucoup moins souvent, c'est ça, exactement. Je vais quand même revenir sur une petite chose sur votre magazine. Je pense que comme ça vous allez pouvoir le dire, mais je pense que ça a dû vous apporter des sueurs froides. C'est que l'article, du coup, c'est l'entretien avec Zarco avec un C, sauf que les citations dans le magazine sont Zarco avec un K. Donc malheureusement, c'est pas Zarco de Secret Story. Non. Donc c'est quoi cette histoire? Voilà, et là je me sens extrêmement jeune. Si, mais moi, c'est notre génération. Je m'en souviens, Matt Zarco, il a un frère jumeau, non? Oui. Ok. C'était les premiers Secret Story, ça, non? Ouais, je suis désolée de vous avoir vieilli. César a pas l'air de connaître non plus, donc merci Lucas de me soutenir dans ce. Désolé. Voilà. J'ai pas tout regardé de Secret Story. Non, mais c'est que dans le Paris Panthéon, du coup, c'est ça. Trop beau. Regarde pas Secret Story, là. Ouais. Moi, uniquement France Culture, pas du tout. Non, ouais, cette faute. Ah, mon Dieu. Ouais, on est des surfroides. En fait, pour que les gens comprennent un peu, le nom est orthographié correctement absolument partout. Sur la une, dans le sommaire, tout au long de l'entretien, il n'y a pas de problème. Mais en fait, il y a une chose qui se passe quand on boucle un magazine, c'est qu'on envoie le texte au maquettiste et que ensuite les exergues, donc les extraits de citations qui sont sortis en gros, il les fait après. Et que ensuite, évidemment, il y a 1, 2, 3 relectures pour que tout le monde vérifie que tout est bien orthographié. Et ben là, c'était pas bien orthographié. Et on a relu, sans mentir, 4 fois en tout. Il y a 4 lectures de 4 personnes différentes qui passent pour être sûr qu'il n'y a pas de faute qui reste. Et sur 4 exergues énormes, en gros, en rose, je crois, en couleur, il y a écrit Zarco avec un K. Donc, moi, j'ai eu envie de m'égorger moi-même. En plus, on a eu plein de retours là-dessus de lecteurs. Bien sûr. Moi, je vais dire, c'est le premier truc que j'ai fait. Moi, je l'ai commandé à la Fnac, donc je l'ai reçu. Je prends la revue et je feuillette, et donc je vois les photos de Zarco et la page d'à côté avec Zarco avec un K. Je fais c'est le premier message qu'il m'a envoyé quand on a préparé. On nous l'a fait remonter 10 fois, quoi. Mais tant pis, ça prouve que c'est pas écrit par une IA, c'est nous et les maquettistes, et on est tous ensemble. C'est vrai que c'est notre plus grosse coquille jusqu'à présent, mais. Et là, quand vous faites du coup, vous faites pas de réédition, ils sont tous imprimés, donc c'est impossible de la. T'imagines là, si vous faites une ressortie, plus tard, vous corrigerez, quoi. Ouais, clairement. Michael, je m'en veux. Non, mais ça arrive, et c'est juste que ça arrive sur l'article où les gens, le plus gros de la communauté vont tomber dessus, quoi. Comme on dit, plus c'est gros, moins on le voit, quoi. C'est un peu vrai. Est-ce que Zarco a réagi au moins, cette fois? Ouais, il a dit. Il l'a montré. Il nous a envoyé une photo de lui, où il pointe la faute en rigolant. Et voilà. Donc, oui. Vous avez de la chance que c'est lui, parce qu'il y a d'autres pilotes qui auraient vraiment pas apprécié. On les citera pas. C'est vrai. Ah, c'est comme ça. L'ego des pilotes, quand tu les touches, c'est un peu, ça peut être vite complexe. Surtout en France, on en a aussi. Pas Zarco, justement, lui, pour le coup, il est hyper cool. On sait qu'il y a d'autres pilotes qui ont des égos forts. Ouais.
C'est bien parce qu'il y en a pas beaucoup de Français, donc on sait pas du tout de qui tu parles et on ne parle pas du tout dans nos épisodes non plus, je te rassure. Non. Maintenant que vous êtes justifié de cette petite faute comme ça, on est sûr que les gens qui achèteront la revue via cet épisode seront au courant et pourront rien dire, ils pourront pas vous tomber dessus. Moi, j'avais envie de parler rapidement d'une rencontre. J'ai un doute sur le fait, il me semble que c'est toi, Lucas, qui y est allé. Lucas. La rencontre avec Sarah, c'est un avec ou deux. Sarah, c'était un autre journaliste encore, non, parce que c'était à la Réunion, donc ça faisait un peu loin pour nous d'y aller. Donc non, c'était pas Lucas et c'était pas moi non plus. Mais la rencontre était quand même sympa. Mais on peut le dire, c'est un super journaliste de Libération. C'est le correspondant de Libé à la Réunion, qui a fait le format, qui est également prof de fac, il me semble. Ouais. Donc c'était marrant de pouvoir bosser avec lui sur un format comme Sarah Lizito. Il a pas l'habitude d'être plongé dans l'univers du stunt. Et ça a changé, ça l'a changé, quoi. Je crois qu'il s'est amusé, donc c'est cool. Parce que pour préciser, Sarah Lizito, c'est une des plus grosses doublures de stars dans les blockbusters en moto. C'est aussi une championne de stunt, la seule qui est vraiment reconnue à ce jour, puisqu'on donne pas réellement les moyens aux personnes qui font du stunt de s'entraîner et de faire les choses de manière safe et contrôlée. Elle a notamment doublé Scarlett Johansson dans certains films. Là, elle fait des doublures dans Transformers, dans Bad Girl. Elle a une chaîne YouTube dans laquelle elle présente toutes ses figures de stunt, tous ses entraînements sur des motos, les motos qu'elle teste, un peu sa vie à côté parce qu'elle a quand même une vie... c'est un roller coaster sa vie et elle est surtout connue maintenant via les réseaux, grâce aux réseaux sur Instagram sur lesquels elle publie beaucoup de petits extraits de figures de stunt, ce qui ressemble je trouve à de la danse clairement. Enfin, t'as l'impression qu'elle est en communion avec sa moto à chaque fois. Je trouve ça passionnant. Et ce que j'ai trouvé intéressant avec cet article, au-delà du fait que de mettre en avant sa pratique, c'est que vous avez quand même pris le parti de parler de femmes dans le milieu de la moto, ce qui est extrêmement rare, mais c'est important. Et c'est surtout, comme Sarah le disait dans son interview, la seule qui fait du stunt dans les compètes quand elle devient championne. En fait, c'est la seule dans sa catégorie. Donc, évidemment, elle est championne, mais ça remet pas en question son niveau. Et on n'en parle pas assez. Et là, vous avez réussi à faire un article dans lequel vous arrivez à mettre en lumière sa pratique, sans mettre en lumière le fait que ce soit une femme. Enfin, sans partir du principe de dire, regardez, c'est une femme, elle fait ça. Juste, vous avez mis en pratique le fait que c'est une sportive, une athlète qui fait des choses passionnantes et ultra techniques. Parce que pour ceux qui auront la chance de regarder un peu ce qu'elle fait, et pour ceux qui ont eu la chance de le voir, comme je le précisais avant qu'on enregistre, elle était au Mans l'année dernière il y a un show mécanique le samedi soir sur le Grand Prix, c'est elle qui y était. Donc c'était ultra intéressant. Comme vous le disiez, c'était pas vous qui étiez sur place, mais pourquoi vous avez choisi en fait d'aller la voir elle en particulier? Parce que du stunt en France, il y en a beaucoup qui sont comme souvent des hommes. Mais pourquoi particulièrement elle et pas un autre? Parce que le stunt, c'est une pratique, peu importe qui le fait, ça reste une pratique. Enfin, c'est pareil. Ouais, bien sûr. Tu as un peu répondu, c'est elle a un parcours de vie assez sympa et elle s'est retrouvée en fait un peu propulsée cascadeuse dans des blockbusters soudainement quand elle était encore très jeune et nous on l'a vu la première fois je crois sur les réseaux sociaux et c'était hyper impressionnant ce qu'elle faisait. Donc on s'est dit allons-y, pourquoi pas, est-ce qu'il y a quelque chose à creuser? On a entendu un peu parler on a dû lire 2 ou 3 interviews d'elle où on s'est dit bon, il y a quelque chose à creuser. Elle a fait le trajet jusqu'à la Réunion où elle organisait, au moment où on l'a contactée, elle organisait des sorties moto avec une énorme communauté qui la suivait sur les réseaux à la Réunion pour faire justement du stunt après, où ils faisaient une balade et puis se retrouver à un endroit précis où c'était autorisé de faire du stunt. Et puis ensuite, elle avait une parole assez construite sur la pratique du stunt, qui est encore aujourd'hui ciblée par les autorités parce que ça peut être en effet très dangereux. Enfin, ce qu'on appelle le rodéo urbain, du moins, est très dangereux et évidemment ça doit être sanctionné. Mais les stunters, souvent, ce qu'ils recherchent, c'est un parking vide ou un endroit où on les fasse pas chier, pour le dire clairement, juste pour pouvoir pratiquer. Ouais, un endroit sécure en fait. Voilà, exactement. Et comme ce n'est mis à la disposition de personne, ils se retrouvent, je sais pas, sur des terrains vagues, dans des parkings un peu abandonnés, et souvent ils sont ciblés aussi par les autorités, alors qu'il n'y a pas vraiment de raison. Et puis elle avait un discours là-dessus qui était assez construit et bien, et c'était une bonne occasion d'en parler tout simplement. Donc tout ça, son parcours de vie je sais pas, d'adolescente un peu lambda, je crois qu'elle est née en Champagne, je voudrais pas dire de bêtises, mais je crois que c'est ça. Dans la Marne, peut-être, ouais. Et qui s'est retrouvée, a toujours été passionnée de moto et qui s'est retrouvée, à changer complètement d'univers à la vingtaine, à peine plus tard,
pour découvrir Hollywood. Je trouvais ça bien comme parcours à raconter, ouais. Donc on est parti dessus. Voilà. Ouais, c'est vraiment génial. Enfin, du coup, je comprends. Ça se ressent dans l'article, mais c'est intéressant de t'entendre l'expliquer. Et en plus de ça, c'est bête, mais c'est une figure qu'on voit pas beaucoup dans le milieu moto. Je pense que vous en êtes rendu compte en faisant vos recherches, parce qu'au final, même si c'est une grosse communauté, c'est une communauté très niche. Ouais. Et avoir une femme qui fait de la moto, une femme qui fait un sport d'homme entre guillemets, qui soulève des motos, qui fait des roues arrière, et qui en plus de ça le montre publiquement. Et montre aussi sa vie personnelle, mais le fait qu'elle vive avec une femme et qu'elle le montre ouvertement, c'est quelque chose qu'on voit pas dans le milieu de moto, que ce soit dans la plupart des sports, les pilotes, que ce soit les pilotes, les sportifs, t'en auras aucun qui vont parler de ça ouvertement, et du coup c'était important de la mettre en lumière, et je trouve que vous avez réussi à vraiment bien le faire sans tomber dans les clichés, donc je trouvais ça vraiment ultra intéressant. Et vous avez en plus de ça réussi à, comme tu le disais, à mettre en lumière le fait que les personnes qui font du stunt n'ont pas les endroits pour le faire. Ouais. Vous avez quand même donné la parole aux personnes qui sont censées donner les droits pour faire ça, et où la question se posait d'avoir des endroits d'entraînement réglementés. Et il n'y avait pas eu d'accord fait sur le sujet, et je trouve ça bien du coup d'avoir réussi à mettre en lumière ce problème aussi, parce que le stunt c'est quand même un sport qui est relativement dangereux s'il n'est pas encadré, et on en voit beaucoup qui se blessent à cause de ça, donc ouais, moi c'est ce qui m'a vraiment plu dans cet article, c'est que en 6 pages vous arrivez à pointer plein de sujets différents, et à mettre en lumière quelqu'un qui pour moi mérite de l'être. De l'être, clairement, je pense aussi. Et en parlant de sportifs, Cyril, toi, t'avais envie, tu t'es dit, je peux pas faire un épisode en parlant de moto et pas parler de foot. Bah oui. Donc, t'avais envie de nous parler. Parce que moi, j'avais vu des images de motoball plusieurs fois. Je me suis dit, mais d'où sort ce sport? Ouais. Et là, c'est bien parce qu'on a tout. Ouais. On a comment c'est organisé. Vous êtes allé donc au SUMA, donc le club de Troyes, qui est en élite. Et j'ai trouvé que c'était vraiment intéressant parce que ça mêle à la fois la moto, parce qu'il y a énormément de mécanique, bien sûr, et aussi un sport collectif. Et j'ai trouvé vraiment que l'approche par cet angle de la communauté motard, j'ai trouvé que c'était vraiment intéressant, parce qu'il y a un vrai lien entre le sportif et sa machine, et qui est totalement différent avec l'approche habituelle, qui est très souvent basée sur de la vitesse ou de l'endurance, mais même en endurance maintenant ça devient de la vitesse. Et là, c'est beaucoup plus, c'est bien différent, parce qu'il y a énormément de dextérité qui rentre en ligne de compte. Ouais. Et qu'est-ce qui vous a amené justement à traiter ce sujet? Parce que j'ai trouvé que c'était un angle vraiment atypique, quoi. Il y a plusieurs choses, mais franchement, si je suis tout à fait franc, au départ, c'est la discipline, quoi. On te dit motoball, bon, voilà, exactement. La curiosité est piquée tout de suite, je trouve. Et donc il y a ce premier geste-là de motoball, donc des gens qui font du football à moto, donc avec pour que les gens se réalisent un peu, c'est une balle qui est bien plus grosse, bien plus lourde, bien plus difficile à envoyer. Sur des terrains qui sont en terre, donc terre et gravier. Et enfin voilà, juste que le fait que cette discipline existe, c'était incroyable. Et le gardien de but est à pied. Hein. Oui, exact, c'est vrai. Le gardien de but est à pied. Je sais pas compris pourquoi. Mais il l'est, c'est vrai. Et ensuite, on s'est dit, on aimerait bien en parler quand même. Ce serait dommage de pas en parler. Et donc, on s'est un peu informé. On a trouvé que Troyes était le premier club, celui qui a le plus gros palmarès depuis toujours. Et on s'est dit, pourquoi pas faire une immersion là-bas. Donc, on a suivi un entraînement complet là-bas. Et je sais pas, l'ambiance est géniale. Et en effet, il y a une dextérité folle. Les matchs durent longtemps. Les gueules des gens, une fois que l'entraînement est terminé, c'est de la boue partout. Ils sont éclatés. C'est génial à voir. Il y a des énormes passionnés de mécanique, parce que derrière, pour préparer les motos, et moi j'ai pas les compétences pour vous l'expliquer, mais pour préparer les motos, les réparer rapidement pour qu'elles soient efficaces. Enfin, c'est une entraide folle autour de tout le club. Et ce qui est génial aussi, c'est que je trouve qu'il y a un côté société intéressant à explorer, c'est que c'est lié à la ruralité. C'est-à-dire que c'est des gens qui vous disent ouvertement, d'ailleurs, il y a une ou deux citations comme ça, qui vous disent, bon voilà, nous on aime encore les moteurs, on aime encore l'odeur de l'essence, les taches d'huile, les taches de terre et maculées de boue. Et aujourd'hui, ça rentre plus dans les standards, dans les codes, dans les standards. Il parle justement de l'électrique, du passage à l'électrique. Il y en a un qui dit, si demain on me met sur l'électrique, j'arrête, quoi. Exactement. Ce qui les excite, c'est le bruit, c'est l'ambiance dans le stade, c'est les gens qui crient, c'est
Et c'est un truc qui est fortement lié à la ruralité, ou du moins c'est pas très urbain comme sport. Il faut de la place quand même pour. Exactement. Et puis ce côté d'attachement à un sport qui peut-être est en passe de disparaître puisqu'il correspond plus à, je sais pas, à l'écologie, etc. C'était un truc qui manquait encore dans le magazine, dans les 144 pages. C'est un aspect qu'on n'avait pas. Et j'étais très très heureux de le traiter via un sujet aussi marrant, enfin aussi insolite que celui-là. Insolite, ouais, voilà. Donc il était sympa, très sympa comme sujet. Ouais, moi il y a d'autres sujets. Enfin, on va pas rentrer dans le détail, mais j'ai beaucoup aimé aussi l'article sur l'usine Triomphe de Mériden, puisque vous traitez justement de la production de la Bonneville. Exact. Et donc c'est une usine qui a été reprise par ses employés. Donc c'est ça, en coopérative. Très 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 touchante. Et aussi sur la garde républicaine. Moi j'ai vraiment bien aimé parce que c'est un côté on voit beaucoup le côté répression. Ouais. Mais la garde républicaine c'est quand même vous mettez l'accent sur la préparation. Prestige aussi, préparation prestige de cette unité. Et c'est clairement intéressant d'avoir d'un point de vue intérieur ce qui se passe dans ces unités, quoi. Je suis d'accord. Ils s'entraînent pas bien loin de Paris, à 1 heure de Paris à peu près. Et oui, c'était sympa. Sans vouloir leur faire une couronne ou leur tresser des lauriers, c'est des pilotes d'exception. Ouais. Les sélections sont très très rudes, les entraînements très réguliers et très rudes aussi. Quand ils expliquent la sélection, c'est quelque chose. Hein. Ah ouais, c'est quelque chose. Hein. Et puis ils ont une pression. Enfin, il y a notamment, je vais pas donner tous les détails, mais il y a notamment le sélectionneur qui est un pilote qui fait déjà partie de la garde républicaine, qui commence le circuit. Il faut arriver à le suivre le plus longtemps possible. Et forcément, ça veut dire prendre des risques, ça veut dire avoir peur. Et après une journée où on a fait des pompes, où on a couru, où on a piloté une moto pendant déjà 2 heures, et il faut arriver sur le circuit et suivre le pilote. C'est un peu compliqué. Voilà. Donc c'est ça qui est intéressant, c'est que justement. Donc il y a, comme tu dis, il y a le poisson pilote qui part et tous ceux qui sont en bord de piste ils voient tout de suite si celui qui essaye de suivre il a ça dans le sang ou pas. Exactement. Et j'ai trouvé que c'était assez c'est marquant. Hein. Ouais, c'est très marquant. Ouais. Et je trouve ça permet de bien se représenter les risques que peut avoir leur métier, quoi. Voilà, ça part en course poursuite, il faut pouvoir suivre, quoi. C'est dur, c'est pas si facile. Voilà. C'est ça. Ouais, vous avez réussi vraiment à faire une revue avec, comme on disait au début, mais avec des sujets vraiment divers et plein de sujets vraiment différents, avec des angles vraiment particuliers et qui montrent vraiment le côté très varié du monde de la moto, alors que vraiment, même si la communauté, comme je disais tout à l'heure, est très grosse, elle est quand même relativement niche. Et je pense qu'on n'est pas tant que ça. Enfin, tu croises pas quelqu'un qui est fan de moto à tous les coins de rue non plus. C'est vrai. Vous avez réussi, moi, ce qui m'a la partie que j'ai préférée dans cet article, c'est la partie où il n'y a pas de texte. C'est le portfolio de Mohamed Fadli en Indonésie qui a suivi les fanatiques de Vespa. J'ai trouvé fascinant ce reportage photo. Ouais. Après, moi, j'ai un attrait particulier pour la photo, donc ça a contribué aussi. Mais avec toutes ces personnes qui construisent des Vespa de briques et broc au milieu de l'Indonésie, enfin, c'était vraiment fascinant. Et du coup, j'imagine que ça, c'est un photographe que vous avez contacté, qui est pas de chez vous. Exact. Ça c'est via on a un directeur photo aussi dans le magazine, hein, qui nous aide. Il avait entendu parler de ce projet-là il y a un petit moment. Je crois qu'il l'a sorti en 2021. Mohamed, je crois. Et oui, c'est ça. Il y a une espèce de mode qui est née en Indonésie de faire je sais même pas comment appeler ça, les bécanes les plus extravagantes à partir de pièces de Vespa et de tout ce qu'on peut rattraper sur le bord de la route. On le voit, c'est Vespa recouvert de bouteilles d'eau. Exactement, de bouteilles de plastique, avec des rubans de toutes les couleurs, 8 roues, 12 roues, 15 roues, des cornes de bestiaux divers et variés. Enfin, c'est absolument fou. Et ils roulent à 3, 4, 5, 10 dessus. Et Mohamed les refile en plus. Et je les refile, exactement. Et Mohamed Fadli, elle les a suivis dans leur intimité, quand ils étaient en famille et qu'ils travaillaient sur leur bécane, mais aussi dans des festivals où ils se regroupent. Ouais, c'est ce que et donc, montrez, ils prennent la route à 15, 20 pour aller sur des festivals où ils se rassemblent jusqu'à 1 millier, avec des bécanes absolument folles. C'était, j'ai vu ça et le côté spectaculaire en photo saute immédiatement aux yeux. Donc, oui, ça m'a intéressé tout de suite. Et moi, j'avais quand même une question avant qu'on parle de la suite pour vous en termes de revue. C'est que c'est un peu, j'imagine, votre revue, c'est un peu votre bébé. Lucas et César, c'est quoi, si vous deviez retenir qu'un seul article de cette revue, un seul pour donner envie aux gens de la lire et celui qui vous a le plus marqué quand vous l'avez préparé? Moi, c'est Zarco, hein, clairement.
C'est les cartes. C'était non, fait je me battre suis aux bien cartes. régalé, tu vois, à la rencontrer et tout, c'était hyper chouette. Et la famille Monneret aussi, que j'ai fait aussi, que j'ai rencontré du coup, parce qu'à chaque fois on rencontre les gens. Ouais. La famille Monneret, pour le coup, pareil, des passionnés, vraiment de l'extrême, quoi. Et ils ont une histoire fascinante et ils nous ont ouvert leurs archives, ils nous ont tout ouvert. Ah, mais vous avez des images qui sont folles Ouais, de ils nous ont tout Monneret donné, qui donc, traversent. bon, après, c'est normal, je pense que ça leur faisait aussi plaisir qu'on mette en avant leur histoire, mais hyper sympa, quoi, pour le coup. Toutes les photos d'archives des Monneret qui traversent la mer sur sa moto. Enfin, ça, c'est complètement fou. C'est des images qu'on n'a pas l'habitude de voir en plus sur le travail d'archives. Je l'ai trouvé vraiment chouette aussi cet article. Ouais, ils ont été hyper cool. Et toi, César? Moi, on n'en a pas trop parlé, mais à chaque début de magazine, on a une carte blanche qui est une personnalité interne à la communauté qui écrit un petit texte pour nous et qui nous permet d'accéder à son univers. Et là, en l'occurrence, c'était Anne-France Daudeville, qui est notamment connue parce qu'elle a été la première motarde française à faire un tour du monde, la première motarde tout court d'ailleurs, à moto. Et moi, ça m'a marqué. C'est peut-être un petit peu plus personnel, mais c'est parce que je l'ai contactée par mail. Elle est adorable, et on s'est fait un resto pour discuter. Et je sais pas, j'avais une espèce de, j'ai un peu ce petit bout de femme. C'est peut-être je sais pas, une expression un peu sexiste, j'en sais rien, mais elle fait vraiment. Elle est pas très grande, elle est pas très épaisse. Elle est assez âgée maintenant. Et qui me racontait ses grandes histoires avec une verve assez forte, esprit libre. Et voilà, elle m'a raconté son histoire et puis ensuite elle nous a envoyé son petit texte. Et ce qui m'a fait rire, c'est qu'elle s'était plantée dans le nombre de signes. Elle avait fait environ 4 fois trop, donc ça rentrait pas du tout dans la page. Et moi, je me suis retrouvé comme un con à lui dire, je suis désolé, on s'est mal compris, mais c'est beaucoup trop long. Et adorable, elle a tout réduit et ça donne un texte que j'aime beaucoup et qui pour moi fait une très jolie introduction. Donc ça, j'ai bien aimé. Ouais. Et puis c'est une femme qui est passionnante. C'est une personnalité du sport, enfin c'est une personnalité du monde de la moto qui est très intéressante parce que elle a écrit son livre en 75. Hein. C'est ça. Donc c'est parce que 50 ans. Ouais. Non, elle est complètement passionnante. Moi, je trouve, elle a écrit des livres aussi et il y a beaucoup de choses sur elle. Donc moi, pour le coup, on n'en a pas parlé parce que c'était pas ce qui m'avait marqué ni marqué plus Cyril, mais je te rejoins sur le fait que tu sens que c'est une femme qui a des choses à dire et que tu as envie de rencontrer une fois que tu la lis. C'est ça. À l'heure où on enregistre, dans 2 jours, vous avez un nouveau numéro qui sort. Est-ce que vous pouvez nous en parler rapidement, qu'on sache de quoi il parle, et encore une fois de donner aux gens envie d'aller acheter votre revue, parce qu'ils pourront acheter les motards, mais c'est pas les seuls sujets que vous avez abordés, comme vous le disiez au début de l'épisode. Vous avez abordé les plongeurs, la pipe. Moi, celui qui m'a le plus marqué dans vos numéros, c'est celui sur les tatoués, qui est fascinant comme numéro. Donc là, vous vous arrêtez plus. C'est le 2e de l'année, du coup, si je me trompe pas. Ouais, c'est ça. Ouais, c'est ça. Ouais, Le premier est sorti en décembre, numéro 10. Oui. Donc, qu'est-ce qui nous attend pour ce nouveau numéro? Sur le prochain, là, tu dis? Ouais. Les libertins, Là, ça va être, ça tranche avec les motards. Ah bah ça... très clairement. Il y a des motards qui échangent les motos en fin de saison. On aurait pu en parler. Mais là, pour le coup, ils échangent autre chose, quoi. Mais on s'est bien marré aussi à la faire. Celui-là, on l'a bouclé, quoi, il y a 1 mois à peu près. Et, on espère que ça va plaire. Hein. Pour l'instant, ça plaît pas mal aux gens. Ils sont curieux, je crois, de voir. Tout de suite, les articles d'immersion, c'est pas les mêmes que d'aller faire des cartes avec Zarco, quoi. Et il y en a, c'est promis. Tu vois, moi, j'ai rencontré Zarco et là, j'ai rencontré Nikita Bellucci, qui est l'actrice porno la plus célèbre. Donc, c'est pas le même type d'entretien, mais c'était tout aussi passionnant pour le coup. Et vraiment, je crois qu'on s'est assez régalé à faire cet univers-là, à découvrir un univers qu'on connaissait assez mal, pour être honnête. Donc, je pense que t'as plein de clichés, quoi. Ouais, c'est ça. Tu peux vite tourner border sur ce type de sujet sans t'en rendre compte, donc c'est quand même un taf. Pareil, on s'est entouré d'un Red Chef invité qui nous a bien cadré. Qu'est-ce qui vous a accompagné, justement? Là, c'est Flore Chéry, qui est de base journaliste spécialiste de la sexualité et qui travaille notamment pour un magazine qui s'appelle Union et qui est une chronique à Sud Radio sur la sexualité. Et très précieux, encore une fois, d'avoir quelqu'un pour nous aider là-dessus. Et puis aussi, pour le coup, là, c'était bien parce qu'elle est très implantée dans le milieu. Elle est pas elle-même libertine, mais comme c'est des problématiques qu'elle traite tout le temps, elle a plein de contacts. Et comme c'est un milieu assez secret, assez intime, c'est mieux d'avoir des personnes de confiance qui connaissent d'autres personnes pour pouvoir l'intégrer. Parce que t'as forcément des gens qui viennent sous couvert de je vais faire une enquête, mais qui viennent vraiment pouvoir ou pointer le côté glauque. C'est ça. Et ce qui est de toute façon l'écueil à éviter, quoi. Exactement.
Donc, Mais comme tu dis, tu touches à l'intime des personnes, quoi. Donc, ouais, c'est ça. Et non, bah ouais, en tout cas, on s'est bien amusé à le faire. C'était très sympa. Ouais, on a un joli portfolio dans des soirées qu'on appelle sex positive, où le consentement est très fort mis en avant, mais où le principe en soi est quand même de faire une partouze à la fin, hein, mais avec des règles extrêmement fortes et des personnes, des modérateurs ou modératrices qui tournent en permanence dans les salles pour être certain que tout se passe bien et qu'il n'y a pas de dérive. Mais voilà, pour le coup, il y a un photographe qui a passé en tout 1 an et demi d'immersion dans ces soirées et il en tire une douzaine de clichés là sur 10 pages qui sont c'est magnifique. C'est superbe. Donc oui, j'espère que ça plaira aussi, ouais. Donc ça sera à retrouver du coup le 23 juin. C'est ça. Comme il le disait, dans tous les bons libraires et sur votre site internet. C'est toujours mieux de passer en direct de toute façon avec les éditeurs. Moi, en tout cas, je tenais à vous remercier, Lucas, d'avoir pris le temps de me répondre malgré nos mails en dents de scie entre nos disponibilités, et César aussi d'avoir pris le temps de venir, et à tous les deux d'avoir pris le temps de répondre à nos questions pour mettre en avant votre revue qui mérite d'être lue de mon point de vue. Merci. Donc merci à vous deux. Merci beaucoup de l'invitation, c'était très sympa. Merci de l'avoir joué, que vous l'avez tous les deux en plus la revue, donc c'est hyper cool, quoi. Ouais, merci, vraiment. Et merci Cyril, on se retrouve très vite. Ouais.